Bonjour à tous, Nicolas Villain, je suis chef de clinique à l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer à Paris et je vais vous parler dans cette brève neuronale des traitements dits disease modifiers, donc non symptomatiques, de la maladie d'Alzheimer et des actualités dans ce domaine. Alors, quitte à vous parler de médicaments, il faut évidemment que je vous parle de mes liens d'intérêt, donc je n'en ai pas avec cette intervention. Sachez néanmoins que je suis investigateur mais non rémunéré dans 4 essais thérapeutiques dont je vais vous présenter les résultats tout à l'heure. Et pour le reste, j'ai eu des petites indemnisations de transport de l'industrie, mais pas dans les médicaments dont je vous parle. Si je devais vous parler de tous les médicaments, il faudrait que je vous parle de tout ça, donc en 10 minutes c'est impossible, donc j'ai évidemment fait un choix qui est forcément subjectif, donc critiquable. Le choix que j'ai fait, c'est de vous parler de l'espoir qui est donné par les traitements disease modifiers, justement, avec les résultats de ces dernières années. Donc les résultats plutôt positifs que l'on a enfin dans le domaine. Alors, vous avez peut-être lu la presse et vu qu'effectivement, il semble qu'il y ait des résultats positifs pour ces médicaments, notamment avec un médicament qui s'appelle l'aducanumab, qui est un anticorps anti-amyloïde qui est développé par Biogen. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce qu'il faut avoir de l'espoir, comme le dit la presse, ou est-ce qu'il faut au contraire être plus prudent? C'est un peu une saga en fait, cet aducanumab. Comme Star Wars, il y a un épisode tous les 6 mois qui dit un coup ça marche, un coup ça marche pas. Pour vous refaire un peu l'historique, on commence en 2016 avec une phase 1B qui est positive sur la clinique, donc qui est le premier médicament finalement disease modifier anti-amyloïde à montrer un effet clinique. Donc c'est évidemment une phase 1B, il faut rester prudent, mais c'est quand même la première fois que ça se produit. Donc c'est un très beau papier de Sévigny et collaborateurs dans Nature qui montrait qu'après 54 semaines, donc quasiment un an de traitement aducanumab à forte dose, on avait un déclin qui était significativement plus faible pour les patients traités versus les patients placebo. Donc après, évidemment, il lance une phase 3 et là, en mars 2019, on a un communiqué de presse de Biogen qui nous dit on arrête les phases 3 pour l'aducanumab. Il y en avait deux en même temps, il y avait Emerge et Engage parce que futilité, ça ne marche pas. Et puis 6 mois plus tard, ils réanalysent les données et là, ils vous disent ça marche. Encouragé par la FDA, il dépose même un dossier de demande d'approbation auprès de la FDA au mois de juillet dernier, donc au mois de juillet 2020. Et puis au mois de novembre, il y a le comité d'experts indépendants de la FDA qui a rendu son rapport. C'était très transparent, ça a été en ligne toute la journée en direct et très négatif, qui disent que là clairement peut-être que ça marche, mais on n'a en tout cas pas suffisamment de données sûres pour donner une approbation et donc une AMM. Alors Biogen a déposé de nouvelles données en mois de janvier 2021 pour lesquelles on n'a pas de détails et la réponse définitive de la FDA sur l'approbation ou non du médicament s'est attendue au mois de juin. Alors je vous parle de la FDA. En parallèle, ils ont aussi déposé un dossier à l'EMA, donc à l'Agence européenne du médicament, dont on a moins de détails sur le déroulé de la procédure. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser de ce médicament? Est-ce qu'il marche ou est-ce qu'il marche pas? Vous imaginez bien que si un coup on vous dit ça marche, un coup on vous dit que ça marche pas, c'est que la vérité est probablement un peu au milieu et que c'est difficile d'avoir un avis très tranché. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont fait 2 phases 3, comme je vous disais, Emerge, qui est revenu positif pour le critère de jugement principal, et Engage, qui est une étude sœur, qui est quasiment jumelle, qui est, elle, revenue négative, mais vraiment négative. Le P était à 0,04 pour Emerge, il est à 0,8, pas 0,08, 0,8 pour Engage sur le critère de jugement principal, donc très négative. Alors, pourquoi On pourra en parler pendant des heures, donc on n'a que 10 minutes. Globalement, les points principaux. Ce qui nous encourage quand même à penser que ce n'est pas juste un faux positif, c'est qu'il y a un bel effet dose quand même dans l'étude qui marche, l'étude Emerge, avec le groupe forte dose qui marche, le groupe faible dose qui ne marche pas. Il y a un très bon target engagement, c'est-à-dire que le traitement nettoie vraiment les plaques, il négative les PET scans de façon assez impressionnante, donc vraiment ça nettoie l'amyloïde. Et puis sur des analyses en sous-groupe qu'ils ont fait sur la pathologie tau, que vous savez est mieux corrélée aux symptômes que la pathologie amyloïde, ça semble avoir un effet aussi avec des PET tau qui s'aggravent de façon moins rapide et des fausses photos dans le LCR qui ont tendance à baisser avec le traitement. Donc ça semble être des arguments indirects qui nous disent que ce n'est pas juste un point positif.
Néanmoins, il faut quand même rester prudent parce que donc il y a une phase 3 qui est quand même négative et bien négative. Alors le laboratoire dit que c'est parce que la phase 3 qui est négative, en fait, les patients ont reçu moins de traitements à forte dose que dans l'autre. C'est vrai, parce qu'ils ont fait un changement de protocole au milieu et du coup, ça a fait que l'étude qui était la plus avancée, qui est celle qui est négative, a eu moins de fortes doses. Mais il faut rester prudent parce qu'évidemment, il se base sur des analyses en sous-groupe qui sont forcément biaisées et donc peu convaincants. Donc il faut rester prudent par rapport à ce type d'argument. Il y a un argument de l'expert de la FDA qui était à mon avis très pertinent, qui est celui de la potentielle levée d'aveugle liée aux ARIA. Vous savez, les ARIA, c'est ces sortes de formes inflammatoires d'angiopathie amyloïde qui peuvent se produire sous traitement, qui sont d'origine iatrogène, qui ne sont pas spontanées chez ces patients. Et quand on les a, en fait, il y a une procédure dans le protocole qui prévoit de suspendre le traitement. Donc, en fait, si un patient a un protocole Emerge ou Engage qui est suspendu, il sait tout de suite qu'il est dans le traitement comme son médecin. Donc, ça fait une sorte de levée d'aveugle à l'insu du traitement. Donc, finalement, attention, prudence, cet effet positif ne pourrait être qu'une sorte d'effet placebo. Et enfin, l'amplitude de l'effet de l'étude qui marche, donc Emerge, reste quand même modérée, même si elle est significative, puisque le groupe placebo a perdu 3,3 points de MMS en 18 mois, quand le groupe traité par aducanumab forte dose était à moins 2,7. Donc vous voyez que l'amplitude d'effet n'est pas non plus renversante. Néanmoins, j'ai envie de vous dire que moi, je crois plutôt que c'est quand même pas un faux positif, parce qu'il y a d'autres arguments qui vont dans ce sens-là, notamment d'autres anticorps anti-amyloïdes. Le lecanemab qui est développé par Eisai, qui s'appelle BAN2401, qui est une phase 2 positive aussi, avec une phase 3 en cours. Phase 2 positive sur la clinique, vous voyez que le groupe ici en vert, forte dose, avait une évolution significativement plus lente que le groupe placebo ici en noir, sur une essai de phase 2, et à nouveau qui nettoie beaucoup le cerveau en amyloïde, 70 unités centiloïdes sur un PET amyloïde, c'est beaucoup, avec le groupe placebo, vous voyez en noir, et le groupe forte dose en vert. Donc les dernières inclusions de la phase 2 étaient fin 2020, on attend les résultats à l'automne. Donc ça va un peu dans le même sens que Emerge. Et enfin, le donanemab de Lilly, dont les résultats de la phase 2, à nouveau, ont été communiqués au mois de janvier et publiés dans le New England au mois de mars, avec des résultats à nouveau avec un troisième anticorps qui vont dans le même sens de l'aducanumab, un début d'effet clinique avec une amplitude qui reste modérée. Vous voyez ici, au bout de 18 mois de traitement, le groupe placebo avait perdu à peu près 3 points au MMS, alors que le groupe traité était à 2,5 points, mais qui semblait quand même significatif sur leur critère de jugement principal, et un gros effet sur le PET amyloïde qui perdait 80 unités de centiloïdes, ce qui est beaucoup, avec 70% des patients qui avaient un PET négatif à la fin de l'étude. Donc là, elle a démarré un peu plus tard que le lecanemab, donc là, on aura les résultats de la phase 3 au premier trimestre 2024. Donc en synthèse, pour les anti-amyloïdes, est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il y a un effet clinique? J'ai envie de vous dire oui, même si on n'a pas encore de preuves avec des phases 3 suffisamment solides à l'heure actuelle. Mais attention, on s'attend quand même à ce que l'amplitude de l'effet que l'on voit sur le lecanemab, le donanemab ou même les Emerge, l'étude positive de l'aducanumab reste faible, qu'il faut vraiment enlever beaucoup d'amyloïdes pour qu'on ait un début d'effet clinique. Et puis attention, plus on enlève de l'amyloïde, plus on s'expose à ces fameuses ARIA dont je vous parlais tout à l'heure, là, ces formes inflammatoires d'angiopathie amyloïde, qui sont dans 99,9% des cas bénignes, des petites céphalées et ça passe tout seul. Sauf qu'il peut y en avoir des graves. Moi, j'ai par exemple 2 patients qui sont dans le protocole et qui ont fait une ARIA édémateuse sévère avec un état de mal partiel qui s'est ensuite compliqué d'un OAP sur un Takotsubo, une fracture vertébrale sur une chute avec déplacement du mur postérieur, etc. Et l'autre, une ARIA hémorragique qui est actuellement en réanimation, dont j'espère pouvoir vous donner de bonnes nouvelles rapidement. Donc voilà, quand même, attention, c'est pas totalement non plus dénué d'effets secondaires. Et puis, même s'il y a finalement une phase 3 positive, se pose la question ensuite de est-ce que ce traitement sera remboursé? Vous savez qu'une immunothérapie en France, ça coûte en moyenne 50 000 euros par an et par patient. On comprend tout, pas seulement le prix du médicament, mais l'hospitalisation, etc. Et vous savez que malheureusement en neurologie, on a eu des mauvaises surprises ces dernières années avec l'ocrelizumab dans les formes progressives de sclérose en plaques. Malgré une phase 3 positive oratorio, la HAS a décidé de ne pas rembourser ce traitement dans cette indication.
Et je ne vous parle pas des anti-CGRP dans les migraines sévères, hein, pour lesquels la HAS a rendu 3 évaluations d'amélioration du service médical rendu à 5, c'est-à-dire nul, donc condamnant leur remboursement. Donc voilà, on en est quand même là en France. Donc même si on a une phase 3 positive avec un anti-amyloïde, est-ce qu'il sera remboursé? Point d'interrogation. En dehors des anti-amyloïdes, est-ce qu'il y a de l'espoir? Pourquoi pas, venant du masitinib, qui est un traitement qu'on n'a pas vu venir, qui a un mode d'action totalement différent, qui joue sur les mastocytes et sur quelques voies de signalisation fine et CSF1R qui auraient un rôle dans la signalisation à bêta et la phosphorylation de taux, qui ont lancé une phase 2B3 qui est plutôt en fait une phase 2 et qui s'est révélée positive aussi avec, vous voyez sur le critère de jugement principal, la DASCOG, avec le groupe placebo qui s'aggravait, qui prenait 0,6 points en 5 mois quand le groupe traité perdait 1,5 points. Donc ça reste une amplitude d'effet clinique faible, 2 points sur la DASCOG, ça ne veut pas dire grand-chose cliniquement, mais quand même ça encourage en tout cas à aller plus loin et il y a une phase 3 qui va être lancée donc sur ce médicament. Et les anticorps anti-tau, alors vous savez que intellectuellement ils sont beaucoup plus intéressants que l'amyloïde puisqu'on sait qu'ils sont directement corrélés aux symptômes, la pathologie tau de lait, et comme elle a une propagation transsynaptique, on espère la bloquer avec des anticorps. Donc s'il y a 4 phases 2 qui sont en cours, et donc, on a 0 résultat pour le moment. Simplement, on a des petits signaux négatifs quand même qui tendent à émerger. En 2020, un des 5 essais a été arrêté. L'essai Toriel, qui était le sémorinemab, donc dans les formes légères de maladie d'Alzheimer pour futilité, sachant que l'essai Lauriette dans les formes plus modérées continue. Et dans une autopathie qui est la PSP, 2 de ces molécules ont été aussi arrêtées précocement pour futilité il y a peu. Donc les premiers signaux ne sont pas très positifs pour les anticorps anti-tau, mais évidemment, on a encore beaucoup de données et d'informations à venir. Donc voilà, pour résumer, donc on a enfin de l'espoir sur les traitements dits disease modifier dans la maladie d'Alzheimer avec 4 disease modifiers, 4 phases 2 positives en 3 ans, ce qu'on n'avait jamais eu dans le domaine. Donc enfin un peu d'espoir. Il faut néanmoins rester prudent parce que l'amplitude évidemment, il faudra des phases 3 pour le confirmer, mais l'amplitude d'effet qu'on commence à entrevoir semble légère, au mieux modérée si on est très optimiste, quant aux anti-amyloïdes. La cible tau, pour l'instant, on a 0 preuve d'efficacité, même si intellectuellement elle est séduisante. Pourquoi pas penser aux autres, notamment le masitinib, d'autres cibles qui visent pourquoi pas l'inflammation. Et enfin, surtout, est-ce que finalement il faut qu'on arrête d'envisager des monothérapies, puisqu'on sait que c'est une maladie complexe et que tout ne dépend pas d'une seule protéine, l'amyloïde, et donc finalement s'acharner à nettoyer une seule protéine ne nous donnera probablement jamais de résultat aussi franc que ce qu'on attendrait. Donc pourquoi pas commencer à faire comme les oncologues ou les infectiologues qui font du VIH et proposer des essais thérapeutiques avec plusieurs traitements et plusieurs cibles en parallèle. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans cette brève neuronale.